Alors bonjour tout le monde, bienvenue à l'autre capsule de politique américaine. Cette fois-ci, nous allons regarder l'état de la course parce que à chaque jour, il y a des nouveaux sondages qui tombent et à chaque jour, il y a une tendance de plus en plus claire qui se dessine et vous commencez à vous douter de laquelle il s'agit. Regardez ici la tendance, la courbe bleue contre la courbe rouge. Qu'est-ce qu'on peut voir, c'est que eh bien, c'est pas compliqué. Regardez, depuis la fin du mois de juillet, c'est-à-dire quand Harris est arrivé, la ligne bleue s'est mise à décoller et décolle et décolle. Et qu'est-ce que c'est que ce site? Ici, c'est le site 538, on le voit peut-être en haut. 538, qu'est-ce que c'est? C'est un site qui agglomère les sondages, mais qui leur accorde également une valeur. Donc, souvent, les sondages vont avoir leur propre billet. Il y a des sondages qui valent plus que d'autres, mais pas seulement au niveau de la maison qui fait les sondages, parce qu'aux États-Unis, c'est peut-être la population la plus sondée du monde, probablement de l'histoire, mais c'est également la taille des échantillons et le fait qu'on regarde si ce sont de LV, Likely Voters, ou RV, Registered Voters. Donc, les Likely Voters, c'est des gens, les Registered Voters, maintenant commençons par ça, c'est des gens qui sont inscrits sur la liste électorale, mais qui n'ont pas nécessairement formulé l'intention d'aller voter. Aux États-Unis, le taux de participation est de 50% plus ou moins. Donc, si on a seulement des registered voters, bien, ça vaut ce que ça vaut, c'est-à-dire moins que des likely voters, qui sont des électeurs qui ont l'intention d'aller voter à la prochaine élection. Donc, vous comprendrez que plus grand est l'échantillon, plus certains les gens sont d'aller voter, plus le sondage vaut quelque chose, mais également, on tient compte de la valeur prédictive des sondages dans les élections passées, parce que, comme vous le savez, aux États-Unis, il y a des élections aux 2 ans. Il vaut quand même la peine de le répéter rapidement. Il y a des élections aux 2 ans aux États-Unis. Le président est élu une fois sur deux lors de ces élections-là parce que le mandat d'un président dure 4 ans. Les mandats des sénateurs durent 6 ans et on remplace un tiers du Sénat à tous les 2 ans. Et la Chambre basse est remplacée dans son intégralité aux 2 ans. Donc, ce sont des élections fréquentes. Donc, les sondeurs ont l'opportunité de faire leurs preuves. Donc, 538 va octroyer un score au sondage, un score à la méthodologie de ce sondage-là en particulier, agglomérer tout cela et, grâce à son modèle, va arriver à un score plus ou moins exact. Donc, aux États-Unis, une avance agglomérée de 3,5 points, c'est vraiment beaucoup, okay? Parce que c'est toujours très serré. Normalement, c'est à l'intérieur de 1 ou 2 points. Là, c'est pas juste que c'est 3,5 points, c'est que ça n'arrête pas d'augmenter. 3,6, pardon. Oui, c'est ça, 3,6. Donc, peut-être qu'au moment qu'on se regarde, ça a déjà monté de point à un point. Donc, c'est quelque chose qui traduit une tendance très, très lourde. Mais, malheureusement, pour les supporters de Kamala Harris, ça veut rien dire. Et voici pourquoi. Ben, ça ne veut pas rien dire parce que, quand même, c'est rare qu'on va perdre une élection en gagnant par plusieurs points. Mais, aux États-Unis, on n'élit pas le président ou la présidente au scrutin universel. On l'élit au collège électoral. Le collège électoral, c'est chaque État reçoit un certain nombre de grands électeurs. La personne qui l'emporte dans un État, même si c'est par un vote, va remporter tous les électeurs et l'autre ne remportera rien du tout. Et il s'agit d'un compromis qui a été passé à la suite de la guerre civile pour octroyer plus de votes aux États du Sud qui venaient de se faire conquérir et pour leur permettre de participer dans la fédération. En tout cas, ça a un passé esclavagiste puisqu'on comptait 2 tiers d'êtres humains par esclave. Donc, un esclave valait 2 tiers d'un être humain, avait-on jugé, pour les fins du collège électoral. Charmante histoire. Mais voilà, alors aux États-Unis, de plus en plus, on parle de remplacer le collège électoral, mais malheureusement, il est dans la Constitution. Cependant, il y a des truchements assez compliqués qui font en sorte qu'un État serait libre d'ordonner à ses électeurs de passer une loi pour ordonner aux grands électeurs de l'État de choisir non pas la personne qui a remporté l'État, mais qui a remporté le scrutin universel. Et c'est une tendance qui se passe aux États-Unis. On tente de convaincre des États réunissant la majorité, donc 270 grands électeurs, car il y en a 538. Donc la moitié de ça, la moitié de ça, c'est 269, plus 1, 270. Donc ça prend 270 grands électeurs pour l'emporter. Si des États représentant un total de 270 grands électeurs devaient s'entendre pour tous passer une loi en même temps pour obliger les grands électeurs à choisir la personne qui a remporté le plus de votes au scrutin universel, eh bien, ça en serait fini dans les faits du collège électoral. On le conserverait, mais quand on y pense, peu importe qui a emporté quel État,
si 270 États, grands électeurs, représentants des États, on vote toujours pour la personne qui a remporté le scrutin universel. Dans les faits, le président sera élu au scrutin universel. Mais en attendant, le président n'est pas élu au scrutin universel. Donc, comment ça fonctionne, c'est que chaque État va donner ses grands électeurs. On marque en bleu pour les démocrates, on marque en rouge pour les républicains. Les États qui ne sont pas en jeu, donc c'est-à-dire, on va prendre la Californie. La Californie ayant le plus de grands électeurs avec 54, le Texas, deuxième plus avec 40, la Floride, troisième plus avec 30, New York, quatrième plus avec 28. Ça reflète les grands centres de population. Et après ça, ça tombe beaucoup plus bas, mais c'est Pennsylvanie, Illinois, et puis après ça, on a, ça baisse, Caroline du Nord, Georgie, ainsi de suite. Je vous laisse regarder la carte. Mais si on prend par exemple, on va aller, mettons, on va prendre la Californie. Ben, la Californie, là, regardez ça, 65% Harris, 35% Trump, OK? Et même Biden, là, au pire, le dernier sondage, 51-36, donc plus 15, ici plus 20. Donc c'est pour ça qu'il n'y a aucune chance qu'à l'élection, Trump emporte la Californie. OK, il n'y en a aucune. Donc, c'est pour ça qu'on ne se fatigue pas, puis on met déjà la Californie en bleu. Les autres États ne sont pas aussi prononcés, mais c'est tout à fait de l'ordre de acquis. La côte ouest, là, il y a seulement 3 États, ce qui est toujours surprenant parce que c'est énorme, mais ils votent tous démocrates. Donc, ici, on a l'Idaho, le Wyoming, l'Utah, qui sont acquis aux républicains, le Dakota du Nord, le Dakota du Sud, le Nebraska, le Kansas, l'Oklahoma, le Texas, très intéressant. Les démocrates essayent de le renverser parce que vous savez, cette carte, on voit, c'est très, très, noir et blanc ou rouge et bleu, c'est manichéen, mais c'est beaucoup plus compliqué que ça, la réalité. C'est que dans chacun de ces États, en réalité, les démocrates l'emportent dans les villes, les républicains l'emportent dans les régions, et le fait qu'un État est bleu ou rouge, dit bleu ou rouge, ça reflète simplement la répartition démographique des gens dans les villes ou dans les régions. Donc, en Californie, énormément de grands centres, c'est bleu. Un État comme le Wyoming, pas de grands centres, c'est rouge. Donc, au Texas, il y a beaucoup de grands centres qui sont pratiquement bleus. Et en particulier, le sud du Texas, c'est plein de ressortissants mexicains, néo-américains qui proviennent du Mexique, etc. Et cette population grandit plus vite que les centres blancs, ce qui fait que le Texas penche de plus en plus du côté démocrate, mais on n'est pas encore là. Le Texas votera bel et bien républicain encore cette élection. On a la Louisiane, l'Arkansas, le Missouri, l'Iowa, qui sont républicains. Le Minnesota sera démocrate. Vous savez que Tim Walz, le colistier de Kamala Harris, est le gouverneur du Minnesota. Et donc, on ne peut pas avoir de doute sur l'issue de ce vote au Minnesota. L'Illinois avec Chicago ira certainement. Du côté démocrate, le Kentucky, le Tennessee, le Mississippi, l'Alabama, la Caroline du Sud seront républicains, de même que la Virginie occidentale, l'Ohio, l'Indiana. Par contre, et on peut même mettre l'Alaska, il ne faut pas oublier l'Alaska, l'Hawaï sera, l'État d'Hawaï ici sera démocrate, ainsi que le Connecticut, le District de Columbie, le Delaware, Massachusetts, Maryland, New Jersey et Rhode Island. Il y a des complications du côté du Maine qui divise ces grands électeurs en fonction des sièges, des sièges fédéraux. Et il y a un siège du Maine qui... et c'est comme je dis, les États sont libres de diviser et d'ordonner les grands électeurs comme ils l'entendent. Le Maine et le Nebraska, voyez-vous, le Nebraska... c'est... je vais finir par l'avoir, le district 2 est démocrate, un peu comme je l'ai dit. Donc, il y a des îlots de républicains reconnus. Et donc, c'est quand même préférable un peu pour reconnaître la diversité des États-Unis. Donc, c'est la situation. Donc, il y a un grand électeur du Maine qui va aller aux républicains, un grand électeur du Nebraska qui va aller aux démocrates.
Vous allez voir à la fin, il y a des scénarios que ça mène à l'égalité parfaite. Donc, ce petit siège, cette petite différence dans le Maine et dans le Nebraska pourrait bien faire pencher la balance dans un univers même pas hypothétique, là. Donc, j'allais oublier l'État de New York, le Vermont, le New Hampshire. OK? Donc, ce qui nous reste, ce sont les États. Tous les États que j'ai cliqués, là, on pourrait les faire un par un. Ça serait vraiment fastidieux. Mais vous verriez que je n'invente rien. Ces États sont tous bien cochés. Ils vont tomber de cette façon-là lors de la prochaine élection. Donc, si on regarde maintenant État par État, et le Nouveau-Mexique sera démocrate et le Colorado aussi, j'ai tendance à les oublier. Donc, si on regarde le total, là, on a, pour l'instant, vous allez voir que je suis un peu amusé de laisser la Floride libre parce que normalement, c'est un État qui, depuis Bush contre Gore, vote républicain et de plus en plus républicain. Ron DeSantis, le gouverneur républicain, hyper républicain, a remporté cet État avec une avance de 19 points, pas plus tard qu'en 2022, donc il y a 2 ans, par 19 points. Mais les derniers sondages placent Trump en avance seulement par 4 ou 5 points en Floride, ce qui a des conséquences lourdes sur les stratégies de campagne. Trump ne peut pas se permettre de perdre la Floride, va devoir investir lourdement. Et, puisqu'on en parle, allons-y. Allons en Floride. Vous voyez, on a une avance de 4,1 points agglomérée là, ici. Alors, je vous rappelle, Ron DeSantis, le gouverneur républicain, a remporté l'État par 19 points, pas 4, 19, il y a 2 ans. Donc, c'est très sérieux la situation pour les républicains. Je vais donner la Floride aux républicains quand même. Puis là, j'aime bien passer de ouest en est. Donc, allons-y avec le Nevada. Voyez-vous, le Nevada, là, ça va d'un côté, ça va de l'autre. C'est un État extrêmement serré. Vous savez peut-être que c'est l'État où se trouve Las Vegas, qui occupe là, la grande majorité qui représente la majorité des électeurs dans cet État. Et il y a beaucoup d'hôtels à Las Vegas et les employés sont syndiqués. Le syndicat, l'espèce de fédération des syndicats d'employés d'hôtels, c'est un des acteurs politiques les plus puissants de tous les États du Nevada. Il tend à appuyer les démocrates. Donc, au niveau de la sortie de vote, quand on regarde que c'est serré au Nevada, d'habitude, savoir que le syndicat des employés va travailler à sortir des votes, ça fait la différence. Que finalement, même si statistiquement c'est pareil, ben, en pratique, il y a une armée beaucoup plus grande du côté des démocrates. Mais c'est jamais nécessairement acquis. Il faut leur faire beaucoup de promesses à ces gens-là. Et des fois, il y a des membres dissidents qui veulent aller voter républicain. Donc, là, pour l'instant, extrêmement serré. Mais on voit ici le résultat net. Là. Vous voyez que c'est tout bleu. Là. C'est tout bleu. Il y a même... Je ne sais pas c'est qui Focal Data, là, mais plus 10, là, c'est n'importe quoi, plus 7. Mais bon, plus tôt dans le mois, le New York Times, Siena College, le plus fiable de tous les sondages, selon ici, il y en a des centaines. Okay? Si on scrolle, là, on pourrait voir ici, là, Show More Pollsters, là, il y en a, là, ça continue sans cesse. Okay? Il y en a des centaines. Mais le tout premier, selon le site 538, le tout premier, c'est celui-ci, le New York Times, Siena College. Donc, si on revient à ce que celui-ci disait, il mettait Trump en avance. Mais là, depuis, tous les sondages, sans exception, l'ont mis à Harris. Donc, à un moment donné, c'est quelque chose qui datait légèrement. Donc, c'était au milieu du mois. Ça fait déjà un bon 2 semaines. Et depuis 2 semaines, tous les sondages mettent Kamala en avance au Nevada. Je vais donc, pour l'instant, dire que le Nevada tombe du côté démocrate. J'ai envie de vous parler de l'Arizona. L'Arizona, c'est un coup de tonnerre qui a frappé plus tôt aujourd'hui, ou si c'est peut-être hier, là. C'est-à-dire, on regarde ici, ça c'est US Senate, donc un sondage Fox News. Ceux qui suivent la politique américaine savent que le réseau de télévision Fox News est le plus pro-républicain qu'il soit, même tellement qu'il y en a influencé la façon de faire des nouvelles.
C'est quasiment juste de l'opinion. Leur salle de nouvelles est exceptionnelle. Leur salle de nouvelles est vraiment bonne. Quand il y a des événements, quand il y a des élections, je vous invite à syntoniser du Fox News. Les journalistes qui travaillent là sont vraiment excellents. C'est vraiment une super bonne salle de nouvelles. Puis dès que les nouvelles quittent, dès qu'on ferme la salle de nouvelles ou dès qu'on passe à l'opinion, on a une espèce de grande dissonance là, cognitive. Là. On a les analystes qui arrivent et qui vont commencer à essayer de dire aux gens, vous n'avez pas vu ce que vous venez de voir. En réalité, c'est pas ça du tout. Puis là, tu as la salle de nouvelles qui va dire des choses comme non, mais Trump a perdu. Là. Ils ont déclaré Biden gagnant avant bien d'autres postes de télévision. Puis là, l'opinion, ben non, ça se peut pas. Puis là, il y avait une espèce de chicane. Donc, la salle de nouvelles de Fox News, très, très, très bonne. Tout le reste de Fox News, c'est-à-dire 90-95% du contenu, c'est de la propagande. C'est de la propagande républicaine. Donc, quand ils vont nous sortir quelque chose comme un sondage qui va mettre Carrie Lake, vous vous rappelez peut-être d'elle, ça c'est le sondage pour le Sénat, ok, juste vous dire, le US Senate, donc 50 sénateurs aux États-Unis, 100 sénateurs, 2 par État, donc 50 États, 2 sénateurs chaque. Donc l'État de New York, vous avez vu combien de grands électeurs qu'il y avait, 2 sénateurs. L'État du Rhode Island, avec même pas 1 million de personnes, 2 sénateurs. Donc c'était fait pour comment contrebalancer le pouvoir des villes par les créateurs de la Constitution. Donc, Carrie Lake, c'était une annonceur télévision en Arizona et qui est devenue pro-Trump. Elle s'est présentée gouverneur, elle s'est présentée sénatrice, puis elle a mordu la poussière à chaque fois. Puis là, elle nie avoir perdu encore plus que Trump. Là, c'est du gros délire électoral, manipulation d'élection. Puis vraiment, je me questionne sur sa stabilité globale, cette personne. Mais regardez un peu, Fox News nous dit 15 points d'avance pour Ruben Gallego, le candidat démocrate. 15 points là, dans un État qui, normalement, est 50-50. C'est extraordinaire. Donc, Carrie Lake va certainement perdre. Ça donne un peu une idée de l'ambiance, quand même, qui règne. Oui, là, je ne pense pas qu'elle va perdre par 15 points. Là. On voit plutôt ici plus 7 là, pour Emerson College, qui est quand même fiable. Plus 7, plus 5, plus 5. Alors ça va pas bien. Puis si, à la place de US Senate, on fait President General Election en Arizona, on voit que Harris vient de reprendre le devant. Trump est en avance, mais là, Harris est en avance. On regarde un petit peu le détail. Emerson College, qui est fiable, met plutôt Trump plus 4. Morning Consult, etc. On met Harris plus 2, plus 2. Alors, pas du tout évident, mais on voit même là, quand il y a un petit picot rouge comme ça à côté du sondeur, ça veut dire qu'il appartient, il travaille pour le compte d'un des deux partis. Alors, des fois, il y a des picots bleus, des fois, il y a des picots rouges. Là, il y a un picot rouge. Alors, c'est vraiment républicain. Ils mettent la course à égalité. Ça nous donne envie de dire, si un sondeur très biaisé donne une course égale, c'est probablement parce qu'en réalité, les démocrates ont un léger avantage. Donc, on a Emerson College qui vient jeter un peu une note discordante, mais seulement 720. Likely Voters, par contre, comme je vous ai expliqué, c'est mieux que Registered Voters. Mais des gens plus habiles que moi font le total et ces gens-là mettent présentement Harris en avance en Arizona. Donc, je vais mettre Harris en avance en Arizona. Là, je vous rappelle qu'on cherche 270 votes. Là. Alors, on était déjà à 230 du côté démocrate. Et là, il s'en vient la claque parce que je suis avais de commencer ces espèces de cartes électorales-là, en commençant par le Wisconsin et le Michigan, parce qu'ils ne sont pratiquement plus en jeu. Alors, juste pour encore une fois montrer la carte, là, je sais que vous commencez à être habitués, ceux qui sont habitués de la chaîne. Ceux qui ne sont pas, abonnez-vous, parce que, comme vous voyez, on rentre vraiment en profondeur dans ces analyses. Mais normalement, on parle, vous en avez sûrement entendu parler, Wisconsin, Michigan, Pennsylvanie. C'est ça, ces 3 États-là. La dernière fois, ils ont fait changer l'élection de côté parce que en 2016, quand Trump a été élu, ces États normalement bleus, ces États démocrates avaient voté pour Trump. Alors, il y a beaucoup de blancs, il y a beaucoup de cols bleus qui travaillent dans des usines. Ils avaient voté pour Trump en 2016. On me demande parfois, je sais que c'est un peu le mauvais moment pour le faire, mais je vais le faire quand même. On me demande parfois de dire pourquoi est-ce que les gens ont voté pour Trump. Trump parlait contre les élites qui avaient signé les traités de libre-échange, qui avaient dévasté le secteur manufacturier aux États-Unis. Parce que en signant les traités de libre-échange, les États-Unis et le Canada ont permis aux entreprises de délocaliser leurs usines, aller où est-ce que la main-d'œuvre n'était pas chère, puis pouvoir importer pratiquement sans tarif de ces États-là. Donc, ça a coûté très, très cher aux emplois manufacturiers au col bleu.
et ça l'a dévasté complètement. Le Détroit est devenu une espèce de zone de ruine. Même chose pour le Michigan, même chose pour la Pennsylvanie, qui sont des États lourdement dépendants du secteur secondaire. OK? Donc, normalement, c'est bleu. Quand ça tourne rouge, ça fait élire un républicain. Donc, allons voir le Wisconsin, qui, je vous le rappelle, a voté pour Trump en 2016, pour Biden en 2020, mais par un mouchoir de poche. Là, on ne pourrait pas faire plus serré. Maintenant, on a 3,6 points d'avance au Wisconsin. Pour un État pivot, pour un État critique, pour un État serré, ce n'est pas serré. Donc, le Wisconsin est nettement dans la case démocrate. Si maintenant on va voir le Michigan, un État extrêmement important, 3 points d'avance. Et on voit la ligne, c'est 3 points d'avance, puis on s'écarte légèrement. On a des... La dernière fois qu'il y a eu un plus 2, là, ça fait... vous voyez, c'est un océan de bleu versus le rouge. Donc, le Michigan. Donc, déjà, on est absolument tout près du total présentement. On va voir cette fameuse Pennsylvanie, mais vous allez voir que c'est extrêmement difficile à dire. Bien malin qui peut prédire la Pennsylvanie. Je ne vais pas le faire aujourd'hui. Je vais simplement dire qui est en avance en Pennsylvanie, s'il y a quelqu'un qui est en avance en Pennsylvanie. Parce que ça, c'est quelque chose qui change. Vous voyez un peu, là, extrêmement serré, mais 1,8 points. La ligne bleue s'écarte toujours progressivement. Alors, on a cette tendance, quand je dis on voit la tendance au national, c'est-à-dire le scrutin universel, je dis ça ne veut rien dire. Ça ne veut pas rien dire parce que ça veut dire que dans chaque État, ça tire un peu plus démocrate, ça tire un peu plus démocrate, ça tire moins vers Trump. Donc, dans les États où c'est très serré, puis cet écart se creuse, regardez, en Pennsylvanie, des plus 3, plus 5, plus 4, plus 6. Alors, oui, il y a des rouges ici, là, plus 4, plus 1, plus 5, mais regardez, ça vient d'un sondeur républicain. Donc, à part les sondeurs républicains, on n'a pas beaucoup de Trump, là. Puis ça, on montrait d'autres polls, là. Vous voyez? C'est quand même plus démocrate que républicain. Ça, c'est catastrophique pour Trump. Trump a absolument besoin de la Pennsylvanie. Regardez, là, si on met la Pennsylvanie à qui mène, là, on a dépassé le total. Kamala Harris est déjà élue. Il reste encore 3 États à faire. Donc, on fait la Virginie. La Virginie, ceux qui suivent la chaîne savent que il n'y avait pas beaucoup de sondages, mais normalement, c'est un État qui va toujours républicain. Alors, c'est le cas. Les sondages ont fini par tomber. Et qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent, non, ne vous inquiétez pas, la Virginie va voter démocrate. J'ai peut-être dit républicain, mais je veux dire, elle vote toujours démocrate. Donc, depuis 2006, sans faute, président, Sénat, gouverneur, la Virginie vote démocrate. Il reste la Caroline du Nord. Mais comme vous voyez, la tendance est lourde. La Caroline du Nord, légère avance pour Donald Trump. Extrêmement, extrêmement serré. On a le sondeur républicain qui dit non, c'est pas serré, c'est plus 4 pour Trump, mais comme on voit, c'est en réalité, dans ce temps-là, c'est probablement plus. Donc, ici, on avait même un sondeur républicain qui donnait un avantage à Harris. Mais là, pour être constant à travers toute la façon dont j'ai fait ça, même si c'est par plus 4, on va le mettre à Donald Trump. Mais les États, je vais les décliner par la suite pour vous montrer le vrai état de la course. Il reste la Georgie, le dernier État. Et quelle est la situation en Georgie? En Georgie, on sait que Trump avait attaqué le gouverneur George Kemp. Et depuis, il s'est fait dire que c'était pas une bonne idée parce qu'il détient les clés de la Georgie. Donc, on a vu Trump reculer un peu en entrevue, dire « Oh non, non, c'est une bonne personne. » Mais il avait dit vraiment des termes très, très durs dans des discours en Georgie. C'est une mauvaise personne. Il n'est pas un bon gouverneur. Il avait répété plusieurs fois, c'est pas une bonne personne. Donc, présentement, léger avantage à Harris. Si on regarde un peu comment les sondages se découpent, on voit que c'est pas juste... C'est plusieurs sondages. La dernière fois qu'on avait un fort avantage pour Trump, c'était au début du mois. Donc, la situation actuelle, encore une fois, si je suis constant, si j'applique toujours la même rigueur, c'est-à-dire, peu importe par combien on mène. Et regardez, 303 votes à 235 votes. Ça, c'est l'état de la course aujourd'hui. Donc, ça pourrait changer, mais je l'ai dit dans une capsule précédente, Trump fait face à 88 accusations criminelles, dont il a déjà été reconnu coupable de 34. Il subira une audience en audience de peine, donc en sentencing, là, le 18 septembre. Donc, il est possible qu'il soit condamné à de la prison le 18 septembre, plus toutes les autres affaires qui lui pendent au nez, plus ses affaires civiles. Et je suis quand même là pour vous dire que hier, donc mercredi,
au moment d'enregistrer cette capsule, Trump avait posté des choses qui n'avaient aucun bon sens sur son réseau social, des choses que je ne peux même pas répéter tellement elles étaient vulgaires, tellement elles étaient de nature adulte. Là. On attaque Kamala Harris en sous-entendant qu'elle aurait performé des actes pour adultes et c'est la raison pour laquelle elle serait choisie candidate. Donc, comme je vous dis, extrêmement vulgaire. Et ça me disait qu'il n'était pas du tout sur le bon message, mais aujourd'hui, Trump, beaucoup plus discipliné sur son réseau social, va attaquer Kamala Harris sur ses idées sur le fait qu'elle veut bannir le fracking. Le fracking, c'est cette pratique consistant à, je ne sais pas si vous connaissez ça, le gaz de schiste. Alors, c'est moi, mon propre biais là-dessus, c'est que ça m'horrifie un peu. Là, c'est qu'on va aller fracturer des couches très profondes de la croûte terrestre. De la croûte terrestre, oui, c'est ça, plus creux. Puis on va libérer des gaz. C'est comme ça qu'on produit du gaz naturel. Aux États-Unis, on le fait partout, mais devinez qu'est-ce qui se passe? Ça contamine les nappes phréatiques. Et n'importe qui a le moins de tendance environnementaliste, c'est quand même après avoir pollué l'air, après avoir pollué les mers, tout ce qui reste, c'est l'eau potable dans les nappes phréatiques, puis là, on s'en va les contaminer en faisant du fracking. En Pennsylvanie, on fait beaucoup de fracking. Donc, cette position de Kamala Harris, là, jadis en Californie, alors qu'elle tentait de gagner une élection en Californie, même quand elle tentait de gagner la primaire démocrate dans un concours de tasse-toi à gauche, mais là, elle a dit « Ah, moi, je suis contre tout le fracking, on devrait bannir le fracking », ce qui est une position normale à gauche. Mais là, Trump lui fait payer en lui rappelant « Hey, Madame la Pennsylvanie, là, qui détenait tellement de pouvoir, là, 19 grands électeurs d'un côté ou de l'autre, dans un mouchoir de poche, 0 à 1% d'écart. Votre industrie là, qui donne tellement d'emplois à vos cols bleus, qui sont tellement importants dans cet État, eh bien, Kamala Harris, elle a dit clairement qu'elle voulait bannir le fracking. Donc, c'est une excellente attaque. C'est comme ça qu'on remporte une élection. Vous voyez, on regarde la carte. Où est-ce que j'ai besoin d'être plus fort? C'est quoi les enjeux importants dans cet État-là? Et j'attaque l'adversaire sur cette question. Donc, très stratégique de la part de Trump aujourd'hui. Donc, est-ce que c'est le nouveau Trump? On va voir. Il y a encore la question des débats. Il n'a pas encore nécessairement confirmé. Vous savez, j'ai fait une petite capsule disant qu'il avait remis en doute sa participation au débat prévu là, à ABC News, pas plus tard que dans une dizaine de jours. Après ça, il avait dit non, je me suis entendu avec Kamala sur les détails du débat. Mais disons que c'est quelque chose qu'on va surveiller parce qu'on sent que M. Trump n'a pas du tout envie d'aller face à une procureure étant lui-même un criminel. Donald Trump, à moins qu'on renverse sa condamnation en appel, jusqu'à preuve du contraire, Donald Trump est un criminel qui attend sa sentence. C'est ça son état juridique. Je m'excuse les fans de Donald Trump, ça peut être votre héros, vous pouvez penser ce que vous voulez, vous pouvez être certain qu'il va être un meilleur président. Peut-être qu'il va être un meilleur président que Kamala Harris, mais chose certaine, il est un criminel. Et ça ne va pas l'aider. Et face à lui, il y a une procureure de carrière. Donc, c'est quelqu'un qui a fait carrière comme procureur dans des dossiers criminels graves contre des gangs, contre des fraudeurs, contre des gens qui ont fait des fausses universités comme Trump. Donc, c'est certain que lui, ça ne lui tente pas d'aller faire ce débat-là, mais il se sent un peu obligé, mais on voit que si, à la moindre opportunité, il va essayer de s'en défaire. Parce que M. Trump n'a fait aucun débat dans la primaire républicaine. Donc, il y a eu plusieurs candidats, mais lui, il n'a participé à aucun débat parce qu'il jugeait qu'il n'y avait aucun avantage à le faire. Et quand on mène dans une campagne électorale, c'est vrai que le débat n'offre aucun réel avantage par rapport à tous les inconvénients qu'il nous offre, c'est-à-dire est-ce que je vais aller me casser la gueule pour le dire en termes scientifiques. Donc, voilà, on va voir qu'est-ce qui se passe là-dessus. Je vous rappelle, Kamala Harris, présentement, en appliquant une certaine rigueur, l'emporte clairement, même si ce n'est pas aisément. Vous avez vu les marges sont extrêmement minces, même si elles vont en s'agrandissant à tous les jours. Donc, c'est pour ça que ça vaut quand même la peine. Je vous fais cette carte électorale-là souvent parce que cette carte électorale-là change, mais elle change toujours dans la même direction. Je vous remets en jeu les États. Oh, pardon. C'est ce que je voulais faire, c'est ceci. Je vais juste vous montrer. Ça, là, c'est la carte électorale telle que maintenant la Floride, telle que les campagnes la regardent. Pardon, pas la Caroline du Nord. OK? Le Nevada, l'Arizona,
le Wisconsin, le Michigan, la Pennsylvanie, la Virginie, la Caroline du Nord et la Géorgie sont, voilà, sont les États qui vont décider l'élection. Alors, c'est pour ça qu'on fait pratiquement juste campagne dans ces États-là. Aucun avantage à aller au Montana, aucun avantage à aller à l'État de Washington, parce qu'il y a un nombre fini de journées. Et on est mieux d'investir. Parce que ces États-là, là, vous savez, les États-Unis, c'est très populaire. Il y a 330 millions de personnes. Donc, je ne peux pas faire un calcul rapide, mais je pense que ça fait une moyenne de 16 millions de personnes par État. Là. Ça fait beaucoup de monde, ça fait beaucoup de villes, ça fait beaucoup de gens à aller voir. Il n'y a pas beaucoup de temps dans une journée. Il faut prendre des avions. Les distances sont prohibitives. Là. On parle de Californie à New York. Là, c'est un vol qui prend quoi? 5-6 heures? Là? Donc, c'est pas du tout évident. Donc, on se concentre dans les États. Souvent, on va passer plusieurs jours consécutifs dans un État clé. Donc, c'est ces États-là. Là, j'ai enlevé la Floride parce que la Floride est à 4 points, là. On est à veille d'atteindre le stade du Wisconsin, mais plus réalistement, la Floride probablement va rester dans le camp républicain. Donc, oui, quand on regarde des États établis, garantis, on a l'impression que les républicains sont à peu près à égalité, voire un petit avantage aux démocrates, mais vous avez vu que dans chacun de ces États, le Wisconsin, si on met la Floride, on est obligé de mettre le Wisconsin. Puis on est obligé de mettre le Michigan. Donc, c'est pas mal plus ça, la carte électorale que je vous présente là. Parce que ça, tout ça, c'est dans un mouchoir de poche. Le Nevada, c'est par moins d'1%. L'Arizona, c'est par moins d'1%. La Géorgie, c'est par moins d'1%. La Caroline du Nord, c'est par moins d'1%. La Virginie, pardon, elle va toujours aux démocrates. Regardez ça, la vraie carte électorale. Je vous la présente là. Il y a 5 États en jeu, mesdames et messieurs. 5. C'est ça. Il y a 50 États aux États-Unis, mais il y en a 5 qui sont en jeu. Et ils sont tous à l'intérieur de 1 point de pourcentage. Si on était super rigoureux stratégique et si je faisais des capsules de 2 minutes, je vous donnerais juste l'État du Nevada, de l'Arizona, la Pennsylvanie, la Caroline du Nord, la Géorgie. Voilà. Donc, ça, c'est pour la carte électorale avec les intentions de vote. Il y a quelque chose que les nouveaux membres de la chaîne, je vous invite à regarder. Ce sont les fameuses clés d'Alan Lichtman. Tous les autres membres de la chaîne, vous pouvez sauter au chapitre de la fin parce que vous êtes habitués maintenant. Elle n'a pas beaucoup changé. Alors, qu'est-ce que c'est que les clés d'Alan Lichtman? C'est un modèle qualitatif qui vient fournir un point de vue différent des guerres de sondage et des pourcents par en haut, des pourcents par en bas. Donc, c'est quelqu'un qui s'est inspiré du modèle de prédiction des séismes. Évidemment, ça, c'était avant qu'on ait des séismographes extrêmement sensibles qui permettent de même voir le mouvement du manteau terrestre. Là. Mais on utilise des clés qualitatives. Et c'est ce qui s'est mis en tête de faire. Ça lui a pris plus d'une décennie, si c'est peut-être pas 2 décennies. Mais en 1980, il a fait sa première prédiction. Il a prédit correctement l'issue de l'élection. Et il l'a fait à chaque élection depuis, de façon ininterrompue. Sa seule erreur, entre guillemets, ça a été Bush contre Gore. Il avait prédit la victoire d'Al Gore. Mais quand on regarde le détail de comment ça s'est passé, Al Gore pourrait avoir dit avoir gagné l'élection. Il y a eu une intervention de la Cour suprême, 5 républicains contre 4 démocrates, qui avaient fait un choix extrêmement douteux qui était celui de ne pas compter les votes. Alors, on n'aimait mieux pas savoir du côté de la Cour suprême qu'est-ce que le recomptage allait donner. Donc, disons que c'était une élection extrêmement controversée qui nous a donné George Bush, fils, et tout ce qui est venu avec. Alan Lichtman n'a pas prédit cette élection, mais il a prédit toutes les autres élections, y compris celle de Donald Trump, contre vents et marées. Là, en 2016, il disait non, je regrette, les clés donnent une prédiction. Victoire de Donald Trump. Et c'est en effet ce qui s'est produit. Donc, je vous invite à prendre ça très au sérieux parce qu'il y a énormément de travail qui est allé là-dedans. Il a rétro-prédit toutes les élections avant, donc son modèle est cohérent avec toutes les élections américaines, sauf celle de Bush contre Gore. Donc, c'est pas la source de vérité, mais ça vaut la peine de le prendre très au sérieux. Donc, je vous montre les 13 clés. On parle du parti de la Maison-Blanche qui détient la Maison-Blanche, peu importe que ce soit le même candidat ou pas. Dans ce cas-ci, c'est les démocrates, parce que Joe Biden est président, Joe Biden est démocrate. Donc, le parti de la Maison-Blanche qui détient la Maison-Blanche doit remporter 8 clés pour l'emporter et seulement 6 pour le parti qui ne détient pas la Maison-Blanche. Parce que souvent, il y a l'usure du pouvoir, il y a la fatigue des gens. Donc, pour chacune de ces clés-là, il y a des critères objectifs qui sont utilisés. OK? Donc, je vais les lister, même si le nom vous dit gain aux élections de mi-mandat. Je vous ai déjà expliqué qu'il y a des élections à tous les 2 ans.
Donc, il y a une élection sur deux qui est présidentielle, une élection sur deux qui n'est pas présidentielle. L'élection qui n'est pas présidentielle, comme la Chambre est réélue à tous les 2 ans, on les appelle les élections de mi-mandat. Et souvent, voire pratiquement toujours, le parti de la présidence perd des sièges. Mais là, c'est pour ça qu'on n'utilise pas le critère. Est-ce que depuis l'élection présidentielle, le parti du président a perdu des sièges? C'est depuis la dernière élection de mi-mandat. Donc, c'est un meilleur baromètre de l'état général de la population. Et lors de l'élection de mi-mandat de 2022, les républicains ont eu plus de sièges qu'en 2018. Donc, cette clé appartient aux républicains. Pas de primaire du côté du parti de la présidence, c'est le cas. Kamala Harris a été élue sans aucune opposition. Le critère, c'est que la personne qui l'emporte avec plus de 66% du vote. Dans ce cas-ci, ça a été 100%, donc certainement une clé démocrate. Est-ce que c'est la même personne qui se représente? Parce qu'il y a un énorme avantage lorsqu'on est déjà le président d'exercice, et cette fois-ci, malheureusement, non, pour les démocrates. Donc, c'est une clé qui va aux républicains. Est-ce qu'il y a un tiers parti? Et par tiers parti, il y en a toujours des tiers partis, mais est-ce qu'il est capable de réunir plus de 5% du vote lors du scrutin, pas juste dans les intentions de vote, mais lors du scrutin? Ça ne sera pas le cas, car M. Kennedy s'est retiré de la course. Il n'aurait pas, de toute façon pas été en mesure de réunir plus de 5% des votes, car, comme je vous ai expliqué, il ne s'est pas présenté dans chacun des États. Et de toute façon, ses intentions de vote fondaient comme neige au soleil. Ensuite, une forte économie à court terme, ce qui veut dire le critère utilisé, c'est sommes-nous en récession? Au moment du vote, nous ne pourrons pas être en récession car une récession est définie par 2 trimestres de croissance négative consécutif et or le dernier trimestre est conclu par une croissance positive. Donc, même si le troisième trimestre de 2024 se soldait par une croissance négative, cela ne nous placerait pas pour autant en récession. Je mets toujours ça avec un peu de grain de sel parce que cette clé est aussi qualitative dans la mesure où s'il y avait un effondrement économique, on dirait, mais c'est pas grave, c'est pire qu'en récession, on est en effondrement économique. Même chose pour l'économie à long terme. C'est défini techniquement comme la croissance pendant les 4 ans du président a été plus forte que pendant les 8 ans précédents en moyenne. Donc, croissance moyenne, dollar constant. C'est le cas présentement, mais ça pourrait changer si jamais, d'ici l'élection, de plus en plus improbable, il y a un effondrement. Grand changement de politique d'un président à l'autre, c'est le cas. Joe Biden a été un président très différent de Donald Trump. Tout le monde peut en convenir, même les partisans de Donald Trump. Que ce soit du point de vue des lois qu'il a passées et des règlements qu'il a adoptés. Cette clé, je la laisse pour la fin car c'est la clé d'élection. C'est instabilité civile et par ça, on parle d'émeutes, personnes tuées dans les rues par les forces de l'ordre ou par des émeutiers. Ça pourrait se produire si la situation à Gaza perdure et que les campus universitaires sont de nouveau l'objet des manifestations de masse dont on a vu au début de l'année 2024. Donc, je la mets avec le plus petit bleu parce que pour l'instant, nous n'avons pas atteint ce point-là, mais il faut dire que la session universitaire va bientôt commencer. Elle n'est pas commencée, donc ce n'est pas l'été qu'on a le plus d'action. Ensuite, pas de scandale. Le scandale est défini comme étant un scandale personnel qui touche directement le président et il faut que ce soit une histoire de corruption. Là. Ronald Reagan, on remettait en question le fait qu'il était vieux, c'est pas ça. Joe Biden qui était vieux. Les républicains ont tout fait pour déterrer quelque chose sur Joe Biden, n'ont pas été capables. Et le critère pour ça, c'est que les membres du parti du président reconnaissent qu'il y a eu scandale et tentent de s'en dissocier. Ce n'est pas le cas. Il n'y a aucun démocrate qui croit que Joe Biden a été, ou qui va dire, admettre publiquement qui pense que Joe Biden a été impliqué dans des scandales de corruption. Ensuite, pas d'échec militaire ou de relations étrangères. Il y a eu un échec majeur, et plusieurs même. Donc, la façon dont les États-Unis ont quitté l'Afghanistan, on se souviendra des images de gens qui s'accrochent aux avions, qui tombent même des avions, tragiquement. C'était pas une belle image. Ensuite, la Russie a attaqué l'Ukraine. Ensuite, il y a eu la guerre à Gaza. Donc, ça ne s'est pas très bien passé du point de vue relations internationales. Et il n'y a aucun succès de relations internationales ou diplomatiques ou militaires pour compenser. Donc, 2 clés qui vont fermement du côté républicain. Ensuite, les 2 derniers, c'est est-ce que l'un des 2 candidats a un charisme générationnel, de talent générationnel comme Ronald Reagan, qui était capable de convertir des démocrates. Alors, charismatic incumbent, non, c'est une clé qui va aux républicains. Kamala Harris ne va pas séduire les républicains. Il n'y aura pas de Harris Republicans comme il y avait des Reagan Democrats, de la même façon qu'il n'y aura certainement pas de Trump Democrats. Okay? Trump va chercher le vote de Trump. Et donc, c'est pas une question
c'est pas une question d'appréciation du style d'orateur, c'est une question de est-ce qu'ils sont capables, est-ce qu'ils sont tellement charismatiques qu'ils vont chercher de larges parts de l'électorat de l'autre parti. Ce n'est pas le cas. Donc, au total, on voit le score. Harris gagne, mais il reste cette clé ici, qui est la clé de l'instabilité sociale, que nous allons bientôt en savoir plus en septembre. Donc, beaucoup de choses à voir en septembre. D'abord, du point de vue de à quel point les manifestations contre la guerre à Gaza vont déborder et changer possiblement cette clé. Et donc, la prédiction, je veux juste vous montrer que si cette clé changeait, Trump wins. Alors, vous voyez, de cette clé dépend l'élection, mais également l'audience dont je vous ai mentionné dans une autre capsule que Trump va subir sa sentence aux criminels. Donc, chers amis, voilà qui résume l'état de la course. Kamala fortement favori à l'état actuel, une tendance lourde dans les sondages qui ne fait que s'accentuer de jour en jour. On a des sondages de Fox News qui viennent sonner l'alerte du côté des républicains. Et Trump, aujourd'hui, retrouve sa discipline. Combien de temps arrivera-t-il à la garder? Donc, il reste beaucoup d'actions, mais voilà, je crois qu'on peut dire très, très, très clairement que Kamala Harris est en avance et son avance continue de s'accentuer. Donc, s'il devait y avoir une prédiction à faire aujourd'hui, nous prédirions une victoire de Kamala Harris. Donc, voilà, il y aura beaucoup d'autres capsules, beaucoup d'autres développements, j'en suis certain. Donc, restez des nôtres. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous. Faites partie de la communauté. Vous savez maintenant, il y a possibilité de s'abonner à plusieurs niveaux à la chaîne. Donc, si vous allez voir personnaliser vos abonnements, il y a moyen de soutenir la chaîne financièrement. Vous avez peut-être vu déjà des annonces apparaître. Je fais différentes expériences à ce sujet. Mais voilà, je suis bien content de pouvoir faire ces capsules. J'aimerais ça pouvoir en faire encore plus pour pouvoir vous abreuver d'informations à mesure qu'elles rentrent. Certains commentateurs politiques américains le font 3 à 4 fois par jour. Évidemment, moi, je ne peux pas le faire, mais si jamais un jour on avait une communauté suffisamment grande pour le faire, ça serait fort agréable. En attendant, je vous dis à la prochaine capsule. Passez une excellente fin de journée et à la prochaine.